Bienvenue au Pays du Melon, une épopée radiophonique sur l'histoire de Cavaillon et de son fruit légendaire. Que vous ayez grandi ici, que vous soyez de passage dans le Vaucluse ou que vous habitiez à l'autre bout de la France, vous avez sans doute entendu parler du melon de Cavaillon. Il nous fait penser au nougat de Montélimar ou au pruneau d'Agen. Il nous donne envie de nous lécher les babines, mais il nous pose aussi quelques questions. Quelle est son histoire ? D'où vient sa renommée ? Quel est au fond le lien entre la ville de Cavaillon et le melon ? C'est ce que je vous propose de découvrir au travers de cette série de podcasts sur l'histoire de Cavaillon et de son emblématique cucurbitacée. Dans mon enfance, c'était quelque chose qui était sacré. Voilà, le mot que j'emploie, c'est sacré. Il y avait le culte du melon. Aujourd'hui, nous connaissons une Provence de cartes postales qui attire par milliers les touristes tous les étés entre Luberon et Alpilles. Mais hier, pourtant, nos grands-parents et leurs aïeux vivaient dans un décor tout à fait différent. C'était il y a à peine quelques décennies, et autour de la ville de Cavaillon, les villages vivaient principalement au rythme de l'agriculture. Ce pays était alors une terre d'abondance que beaucoup considéraient comme le jardin de la France. C'était il y a peu de temps, avant même l'arrivée des premiers tracteurs et de la mondialisation, à l'époque des marchés au melon, de la langue provençale et des petites fermes familiales. Je vous propose de plonger avec moi dans cette histoire grâce aux témoins d'une période très différente, mais pas si lointaine. Je m'appelle Robert Sadayan. Robert Sadayan, je suis né à Cavaillon le 9 mars 1948. Ça fait donc un bail. Je suis né ici, fils de paysan, petit-fils de paysan, donc l'agriculture, c'est en quelque sorte mon berceau. Tout enfant, j'ai été gardé par mes grands-parents, comme c'était la coutume, et mes parents et mon frère étaient agriculteurs, étaient dans les champs. Et les champs étaient, ici nous sommes au quartier des Arcoules, aujourd'hui route de Pertuis, nous sommes quasiment en ville, c'est la banlieue de Cavaillon, mais à l'époque c'était encore la ceinture verte, disons, de Cavaillon. C'était que des prés et des terres, donc les terres commençaient à 10 mètres de la porte d'entrée de la maison. Robert Sadayan est le premier à m'avoir confié son enfance. Je l'ai rencontré à Cavaillon, aux archives, car c'est un passionné d'histoire. Il connaît tous les coins et les recoins de la ville, mais aussi mieux que quiconque l'histoire passée et présente de Cavaillon. Mais aujourd'hui, c'est à son histoire qu'on s'intéresse. Je me souviens, tout petit, des fois à 5 ans, disons, 5 ans, mon grand-père me disait « Allez, ven à Meyeo ». Donc je suis mon grand-père qui arrosait, par exemple, et il me disait « Allez, tu vas au bout de cette raie ». Ça lui économisait un peu de peine car il avait 85 ans déjà, mais il travaillait toujours, puisqu'il n'y a pas de retraite à la campagne, dans le sens que c'est ta vie. Donc j'allais au bout de la raie pour lui dire par « Mets ton capeu, lèveras le capeu » et je lui faisais signe si l'eau était arrivée au bout, par exemple. Ça, à 5 ans, je l'ai eu fait. Ou aller chercher une bricole, aller chercher un outil. Va me chercher cet outil. Donc, c'est progressivement qu'on rentrait dans cet univers. C'était très difficile à l'époque de dissocier la vie familiale, la vie du travail. C'était un tout. Disons, l'agriculture était un mode de vie. C'était pas un métier. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce dont vous vous rappelez de cette époque-là et de comment était le travail au champ et l'agriculture à cette époque ? Le travail,
disons qu'un enfant se représente mal, n'importe comment, le travail. J'étais spectateur, en quelque sorte, de ce que faisaient mes parents, parce qu'à l'époque, on amenait les enfants, il n'y avait pas d'activité, donc les enfants étaient gardés soit par les grands-parents, soit par les parents. Et comme on disait, je vais le dire en provençal, nous mettions dans une banaste et carreggiavano li picciò au bout de la terre, et elli travaillavano dans la terre et notre eriam dans la banaste à regarder. Donc voilà, les enfants, on les mettait dans une corbeille. Et donc, cette corbeille, elle avançait en même temps que les gens qui travaillaient dans les champs. Donc, le monde rural ne faisait pas partie de l'extérieur, comme aujourd'hui, mes propres enfants ont une vision très extérieure des choses. Moi, j'y étais dedans, j'étais immergé dans une bastide, immergé dans des travaux qui me paraissaient tout à fait quelque chose de normal. Aujourd'hui, par exemple, on va manger un melon. Il est bon, il est mauvais, puis on met l'écorce et les graines à la poubelle, on le mange, et puis c'est fini. À l'époque, on mangeait les melons, on ne prenait pas la première qualité, on prenait des fendus, qui sont les plus riches dans le fond, qui se vendaient moins, mais qui étaient les meilleurs. Et puis là, on disait, ah, ce melon, il est bon, il faut garder les graines. Donc, je voyais mon père qui gardait les graines. Et on avait mangé le melon. Et puis, il allait laver les graines. Il allait les faire sécher. Et puis, après, il les mettait dans une boîte. Et puis, au cours de l'hiver, enfin, au mois de février, je voyais mon père qui prenait toutes ces boîtes-là, avec des graines. Puis, il mettait ces graines dans un linge humide contre le poêle. Il les faisait germer. Et puis alors là, il y avait ensuite le semis, une à une ou deux à deux de ces graines dans les couches. Les couches, c'est l'endroit où l'on faisait les pépinières, en quelque sorte. On sème les melons, les tomates. Et il y a un travail très fin de repiquage de plantes. Bon, ben, pour un enfant, c'est assez merveilleux de voir ça. On sème les graines, et puis ces petites graines germées, il y avait des plantules, il fallait les soigner, par exemple, tous les jours, parce qu'il y a encore des gelées assez fortes, il fallait couvrir les châssis avec des paillassons ou de la bauque, comme on dit en provençal, c'est une herbe qui fait un matelas, qui isole du froid. Et bien ça, c'est tous les jours. Et l'hiver, on disait, ah, il est 5 heures, il faut couvrir les couches pour pas que les plants aient froid. Et même s'il y avait une promenade, il fallait être de retour à 5 heures, car il fallait couvrir les couches, parce que l'enjeu, c'était la récolte à venir. Je veux dire, c'est tout un mode de vie qui est entré, disons, en moi comme dans tous les enfants de cette campagne, d'une façon... il y avait une porosité à ces choses. Voilà. Mes bons souvenirs, c'est par exemple, j'allais ramasser l'herbe pour les lapins. J'allais donner aux poules. J'estime avoir eu une enfance heureuse. Mais c'était l'époque du travail familial. On travaillait en famille. Bon, je suis Eliane, née Margaillan, épouse Joumont. Je suis née dans une famille de paysans. J'ai grandi dans une famille de paysans. Je me suis mariée dans une famille de paysans et j'ai mes enfants paysans. Je ne dis pas agriculteur, je dis paysan. Avant de se marier à l'âge de 20 ans et de venir habiter sur la commune de Cheval-Blanc, Eliane Joumont a grandi à l'Isle-sur-Sorgue. À cette époque, c'est Cavaillon la ville qui attire tous les regards. Et l'île n'est pas encore devenue l'attraction qu'elle est aujourd'hui. C'est donc à la campagne qu'elle fait ses premiers pas dans le monde paysan. Alors, il y avait mon oncle Élie et mon papa André. Il y avait ma tante Marie-Louise et ma maman Irène. Et donc, c'était 4 de la ferme. De temps en temps, ils avaient un ouvrier plutôt venu d'Espagne, Pedro, je me souviens. J'ai grandi en fille unique, mais pas du tout en fille unique parce que j'avais mes cousins à côté.
Et mes grands-parents, au tout départ, étaient aussi encore un petit peu là, mais ils ne travaillaient plus, mais ils supervisaient. C'était l'époque aussi où il y avait beaucoup de polyculture, c'est-à-dire que en petit, mais par exemple, on avait le miel, on avait les amandes, on avait aussi des lapins, on avait aussi des poules. Tout ça n'était pas forcément fait pour la vente, mais en tous les cas, nous, on avait de tout, de tout, de tout. Nous n'étions pas riches, mais il nous manquait rien. Par contre, on avait très peu, pas du tout de vacances, pas de samedi, pas de dimanche. Souvent, c'était travail non-stop. Par exemple, mon grand-père se couchait à minuit pour préparer son voyage pour aller au marché le lendemain à Cavaillon. De l'Isle-sur-Sorgue, il prenait son cheval, sa charrette et il avait rempli avec ses fruits et légumes. Et il allait au marché, il fallait qu'il y soit à 3 heures du matin. Et il se couchait à minuit. C'était quelque chose... on ne pouvait pas faire autrement. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Sinon, ils auraient cultivé pour rien. Et alors, justement, est-ce que tu as des souvenirs de la culture du melon à l'époque dans votre ferme? Ce que je me souviens, c'est quand on construisait les rangées de cannes pour abriter. Je me rappelle donc que ces cannes poussaient au bord des ruisseaux, des canaux d'irrigation. D'ailleurs, quand on était gamin, on n'avait pas de piscine et on se baignait dedans. L'eau était pas du tout claire, mais nous, on était bien contents. Donc, ces cannes étaient coupées, séchées, et à un moment donné, quand elles avaient vraiment un an ou un truc comme ça, elles servaient d'abri pour les melons. Et donc, on construisait des haies de cannes d'une certaine façon. Il fallait d'abord faire une tranchée. De l'eau y était versée aussi pour que ce soit plus souple. Et chaque canne, les unes après les autres, composait cette rangée d'abris. Il fallait les attacher avec ce qu'on appelait les condorces, c'est-à-dire des cannes plus grosses que les autres. Les hommes passaient de chaque côté, les femmes pouvaient aider à planter, mais les hommes, c'était eux qui avaient plus de force et qui savaient tourner le fil de fer correctement, ils tiraient dessus puis ils le cassaient, et la rangée remplaçait une rangée de cyprès. Les melons étaient d'abord mis dans on faisait des semis dans des petites mottes. Les mottes étaient de la terre souple, souvent de la terre de Durance, enfin voilà. Et ces mottes étaient plantées dans de la terre. Tout était aligné. Entre chaque rangée de cannes, il y avait peut-être 5-6 rangées de melons. C'était posé d'une certaine façon, avec de la terre derrière plus haute, parce qu'on remettait aussi dessus des châssis en verre très lourds à bouger. C'était un cadre avec du verre, un cadre en bois qui tenait le verre. Et donc, ça faisait des rangées comme ça, protégées. Les melons étaient protégés sous ces cadres et en même temps, la chaleur permettait de pousser plus vite. Au fur et à mesure, les melonnières, les melons dépassaient de chaque côté et petit à petit, on rabaissait le derrière et on mettait des briques pour tenir toujours ces rangées de cadres. Et à un moment donné, les melons avaient tellement dépassé et puis il faisait meilleur, on était en avril, on était en mai, et ben on enlevait totalement le cadre. Alors les petits melons poussaient, et puis quand c'était le moment de ramasser les melons, ils prenaient une canne aussi pour écarter les feuilles pour savoir si on voyait les melons qui commençaient à être prêts, s'il y avait des melons plus jaunes. Ça aurait pu être moi ou mon cousin, où on passait dans un bord. Et ceux qui savaient ramasser les melons, les coupaient, les mettaient dans la rangée entre les melonnières et on les envoyait à celui qui était contre l'abri de canne. Et après, on passait avec des brouettes, voilà. À l'époque, on avait le cheval. On avait peut-être un petit tracteur, très, très vieux tracteur d'occasion, mais on avait surtout le cheval. À l'époque dont je te parle, tout était à peu près fait avec le cheval. Voilà. Et c'est après ces melons qui partaient à Cavaillon. Cavaillon, c'était le marché du melon. Il y a eu des bouquins qui ont été faits dans les années 60, peut-être 50, quelque chose comme ça, sur la vie à la campagne. Dans ce bouquin, tu vois ta vie. Le livre, il a été fait à Robion, il a été fait à Cavaillon, il a été fait à L'Isle-sur-Sorgue, peu importe où il a été fait, même peut-être dans les Alpes, tu vois, mais la même chose. On vivait exactement la même chose. Alors souvent, j'entends dire autrefois dans les fermes, parce qu'on avait les poules, les lapins, enfin tout ce qu'il nous fallait, les légumes, les jardins, les fruits. Souvent, j'entends dire c'est de l'autarcie.
Non. Ce n'était pas de l'autarcie, c'était de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on n'achetait pas trop d'engrais ou pas. C'était le tas de fumier du cheval. Mon père était aussi pépiniériste. Mon grand-père avait appris chez un pépiniériste comment greffer. Mon père savait greffer parce qu'il avait vu son père greffer. Donc, en fait, cette autonomie, on l'avait aussi à tous les niveaux. Quand on plantait un champ de pêcher, par exemple, comme aujourd'hui se plantent des champs de pêcher, beaucoup plus importants, plus d'hectares, mais autrefois, mettons un demi-hectare, 1 hectare, on faisait nos propres plans. On savait tout faire, absolument tout faire. Cette diversité, elle nous était acquise sans avoir fait d'études. On n'était pas allé ni à la chambre d'agriculture, ni à l'école d'agriculture pour ça. On apprenait sur le tard. En fait, quand tu vis au contact d'un animal, d'un cheval, d'une jument, tu ne vis pas au contact d'un tracteur. Au tracteur, il te faut savoir faire la mécanique. Avec un animal, il te faut avoir de l'empathie pour l'animal. Il te faut avoir... tu es traversé par une intelligence particulière. C'est pas dans les livres que tu apprends. C'est ton inspiration, c'est ton intuition, c'est ton ressenti. La terre, tu la touches, tu la sens. Les cannes, tu les vois et tu sais si ta récolte va être bonne ou pas. Tu lis ton livre autour de toi. Tu lis pas un livre qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Tu lis ton propre livre. C'était ponctué aussi par des veillées le soir, surtout l'hiver. On allait chez les voisins, il n'y avait pas de télévision, il faut le savoir. Très peu de tracteurs et beaucoup le cheval chez beaucoup de fermes, de toute façon. Pas forcément, et pas du tout, même de salle de bain. L'eau dehors, pas du tout dedans. Dans toutes les fermes, dans toutes les maisons. C'est venu en ville, mais pas à la campagne aussi facilement. Quand on avait la douche à prendre, il n'y avait pas de douche, donc on avait une grande bassine et une fois par semaine, on prenait un grand bain. Le soir, on se débarbouillait dans une bassine. Mais ça donnait du travail à nos mamans, à nos grands-parents, en supplément. Et elles ne se plaignaient pas, les mamans ni les grands-mères, parce qu'en fait, on n'était pas énervés. C'était normal, on se couchait tard, on se levait tôt. Les fêtes et les dimanches, je ne les connaissais pas trop. Mais on avait, comme je te dis, des veillées chez les voisins où les grands jouaient aux cartes, les enfants jouaient entre eux. Et c'était ça, le journal existait, bien sûr, mais c'était ça, notre journal télévisé, quoi. On se transmettait ce qu'on savait les uns des autres. Alors, bien sûr, on ne savait pas ce qui se passait en Europe, mais on savait ce qui se passait à Cavaillon, à l'Île-sur-Sorgue. On savait qui se mariait, qui divorçait. Enfin, il y en avait très peu de divorces, mais bon. Les naissances, et petit à petit, quand j'ai grandi, je me suis dit, mais ils n'ont pas appris grand-chose. J'avais un peu la critique facile. Et puis, en prenant de l'âge, je me suis dit, mais non, c'est eux qui avaient raison. Ils avaient une certaine sagesse, ils n'avaient pas besoin d'en faire plus, ils en faisaient déjà bien assez. Ils ne gagnaient pas beaucoup, mais ils n'étaient pas pauvres, ils n'étaient pas riches, mais ils n'étaient pas pauvres. Et à cette époque, je le dis toujours comme ça, ceux qui commençaient à aller un peu en ville, à devenir à rentrer dans certaines entreprises qui se créaient, pouvaient tous acquérir leur propre maison sans s'endetter vraiment, tu vois. Donc, on a tous vécu une époque où, parce qu'il y avait la prospérité dans les campagnes, il y a aussi la prospérité dans les villes. Donc, c'est ce qui me fait revenir à ces bases-là aujourd'hui. C'est la fin de ce premier épisode au Pays du Melon. Merci à Eliane Margaillan-Joumont et à Robert Sadaillan de nous avoir transportés dans leurs souvenirs. Dans les prochains épisodes, nous découvrirons d'autres métiers et des lieux emblématiques de l'histoire agricole de Cavaillon. Ce podcast est une coproduction des médiathèques LMV et de l'association Le Pays du Melon. Nous avons à cœur de partager avec vous l'histoire agricole de notre territoire et espérons que ce voyage vous a plu.
Merci à l'agglomération Luberon-Mont de Vaucluse, ainsi qu'à Hélène Maignan et à toute l'équipe des archives municipales de Cavaillon pour leur aide précieuse. La prise de son et la réalisation sont de Elliot Bourrel-Rochas, la musique originale et la mise en onde sont signées Beau Homme. Retrouvez cet épisode et les suivants sur vos plateformes habituelles d'écoute, sur la chaîne YouTube des médiathèques LMV, ainsi que sur lepaydumelon.fr. Si vous avez des questions ou des remarques, ou si vous connaissez des personnes qui souhaitent raconter leur histoire, écrivez-nous à contact@lepaydumelon.fr. À bientôt!